Salut, j'ai des bonnes et de mauvaises nouvelles. La mauvaise nouvelle, c'est que si l'on espérait au départ que les déchets radioactifs produits dans un réacteur de fusion deutérium-tritium resteraient radioactifs pendant moins de 100 ans, des simulations informatiques ont montré en 2019 que le réacteur DEMO, le successeur d'ITER, produira des matériaux radioactifs qui devront être stockés pendant plus de 1000 ans avant de pouvoir être réutilisés. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe plusieurs façons de résoudre ce problème. Aujourd'hui, nous les explorons ensemble tout en soulignant les difficultés qui nous attendent. On peut notamment concevoir et utiliser des meilleurs matériaux en éliminant certaines impuretés ou utiliser des réactions de fusion qui ne produisent pas de neutrons. Je m'appelle Simone Baroni et je suis physicien, vulgarisateur et professeur à l'université. Si vous aimez la science, vous êtes au bon endroit. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne de science. Un mythe circule à propos de la fusion nucléaire. Elle ne produirait aucun déchet radioactif. Selon un autre mythe populaire, la fusion produit des déchets, mais la radioactivité disparaît après quelques décennies et les matériaux peuvent être réutilisés dans le réacteur lui-même. Dans cet épisode, nous verrons que ces rumeurs ne correspondent pas à la réalité et répondront aux questions suivantes. Si la fusion deutérium-tritium produit de l'hélium 4, qui est un gaz inerte, comment les déchets radioactifs sont-ils créés? Quels sont les déchets produits et de quel type sont-ils? Quelle est leur demi-vie, c'est-à-dire combien de temps faudra-t-il les stocker avant que leur dangerosité ne tombe en dessous des limites de sécurité? Faudra-t-il recourir à des dépôts géologiques souterrains comme pour les déchets produits par les réacteurs à fission qui resteront radioactifs pendant des centaines de milliers d'années? Si la fusion produit également des déchets, en quoi serait-elle une amélioration par rapport à la fission? Existe-t-il un type de réacteur de fusion qui ne produit pas de déchets? Voyons d'abord pourquoi des déchets radioactifs sont produits dans un réacteur de fusion deutérium-tritium. La réaction de fusion deutérium-tritium crée un noyau d'hélium 4 et un neutron. Des simulations statistiques sophistiquées du réacteur DEMO, et en particulier du flux de neutrons qui touchera chaque composant du réacteur, montrent que chaque centimètre carré des parois faisant face au plasma est bombardé par 10 000 milliards de neutrons par seconde. D'une part, les neutrons ont la fonction importante d'éliminer l'énergie de la chambre à vide et de la transférer au liquide de refroidissement, ainsi que de synthétiser de nouveau tritium dans la couverture, qui se trouve juste à l'extérieur de la chambre vide. Mais d'autre part, les neutrons sont responsables de la création de déchets radioactifs. Derrière la couverture se trouve la couche contenant les liquides de refroidissement, les aimants et le crin biologique. Ce dernier est constitué d'une épaisse couche de béton et d'acier et est destiné à faire écran aux radiations afin de protéger les personnes travaillant dans le réacteur. Ces matériaux sont également soumis à un flux élevé de neutrons de l'ordre de 3 milliards de neutrons par seconde et par centimètre carré. Les neutrons bombardent les atomes de ciment et des aciers, les transformant en matériaux radioactifs, tandis que les neutrons activent les matériaux environnants. Mais qu'est-ce qu'un atome radioactif? Certains noyaux atomiques existants dans la nature sont instables, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à perdre une partie de leur énergie et à se transformer en noyaux plus stables. Par exemple, un noyau de carbone 14 est instable et se débarrasse de son énergie excédentaire en se transformant en azote 14, qui est stable. On dit que le noyau de carbone 14 se désintègre en azote 14 en émettant un électron et un antineutrino électronique. Les électrons émis lors de ce processus sont appelés rayonnements bêta et le noyau et l'atome de carbone 14 est dit radioactif. Ce rayonnement est capable de déposer beaucoup d'énergie dans les tissus organiques d'un être vivant, provoquant de très graves brûlures. Un mécanisme moins évident mais tout aussi néfaste est celui provoqué
par le bombardement de molécules d'ADN par des rayonnements alpha ou gamma. Il y a une certaine probabilité que la molécule d'ADN soit endommagée et qu'en essayant de la réparer, la cellule commette des erreurs et se transforme en cellule cancéreuse. La radioactivité n'est cependant pas un phénomène exclusivement lié aux réacteurs nucléaires. Depuis avant l'apparition de la vie sur Terre, il y a toujours ce que l'on appelle la radioactivité naturelle. Par exemple, nous sommes constamment bombardés par les rayons cosmiques qui pénètrent dans l'atmosphère terrestre, ou par la radioactivité alpha causée par la désintégration des noyaux de radon dans l'air. Et la vie sur Terre est née et a évolué avec la présence constante de radioactivité naturelle. Il est donc possible d'établir un niveau de radioactivité sûr, comparable à l'intensité de la radioactivité naturelle, en dessous duquel il n'y a pas de risque particulier pour la santé. Au-delà de cette limite, différents niveaux de danger ont été établis. Voici les principaux, selon la classification de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Exempt waste, déchets qui ne sont pas considérés comme dangereux car leur radioactivité est si faible qu'ils ne présentent pas de risque pour la santé. Very short-lived waste, déchets à très courte durée de vie. Il s'agit de déchets dont la demi-vie est très courte, moins de 100 jours, c'est-à-dire qu'ils se désintègrent rapidement. Selon ce qu'ils contiennent, il suffit de quelques jours ou de quelques mois pour que leur niveau de radioactivité tombe en dessous du seuil de sécurité. Low-level waste, déchets de faible activité. Les déchets dont la demi-vie est de plusieurs dizaines d'années ou plus et dont l'activité est supérieure au seuil sont classés comme déchets de faible activité. Ils doivent être stockés en surface ou dans des dépôts d'une profondeur maximale de 30 mètres pendant quelques centaines d'années. Intermediate level waste, déchets de moyenne activité. Les déchets dont la demi-vie est longue et dont la manipulation et le transport nécessitent des mesures de sécurité particulières, ou dont l'émission de chaleur est suffisamment importante pour nécessiter une attention particulière, sont classés dans la catégorie des déchets de moyenne activité. Ils doivent être stockés dans des dépôts souterrains à des dizaines ou des centaines de mètres de profondeur, afin de minimiser le risque de contact avec la biosphère. High level waste, déchets de haute activité. Les déchets dont la demi-vie est très longue, voire des centaines de milliers d'années, comme dans le cas du plutonium-239, et dont l'activité est si élevée qu'ils émettent de la chaleur pendant plusieurs siècles, sont classés comme déchets de haute activité et nécessitent un stockage dans des dépôts géologiques profonds et une gestion de la chaleur émise qui doit être constamment évacuée des dépôts. Les réacteurs à fission nucléaire génèrent des déchets jusqu'au niveau le plus élevé et nécessitent d'être isolés pendant des milliers d'années en raison de leur forte activité et de leur long temps de désintégration. Or, selon les études réalisées pour démo, la fusion nucléaire du deutérium et du tritium ne produira que des déchets de faible et moyenne activité. D'une part, cela représente certainement un progrès par rapport à la fission nucléaire, mais d'autre part, c'est comme un seau d'eau froide qui éteint l'enthousiasme qui avait toujours accompagné l'idée des réacteurs de fusion exempts des déchets radioactifs de moyenne et haute activité. Idéalement, si les déchets étaient tous de faible activité, il suffirait de les stocker en surface dans l'enceinte du réacteur pendant quelques décennies, d'atteindre que leur niveau de dangerosité descende en dessous du seuil de sécurité, et enfin de recycler le matériau dans le réacteur lui-même ou dans d'autres industries. Selon les simulations, dans les zones proches du plasma, les matériaux activés par les neutrons sont tels qu'il faudra plus d'un millier d'années avant que la radioactivité ne baisse suffisamment pour permettre la réutilisation des matériaux. En outre, chaque État a défini différemment les limites entre les différentes catégories de déchets. Par exemple, des matériaux qui, selon la réglementation française, devraient être stockés pendant plus de 1000 ans avant de tomber dans la catégorie de déchets sûrs, ne devraient être stockés que pendant 300 ans en Angleterre, la limite anglaise étant moins restrictive. Selon les simulations, l'origine de ces déchets
est due à certaines impuretés contenues dans les aciers, c'est-à-dire des matériaux particuliers présents en très faible pourcentage dans les métaux avec lesquels Demo sera construit et avec lesquels ITER est en cours de construction. Par exemple, les noyaux de cobalt 60 se désintègrent rapidement et par conséquent en moins de 100 ans. Leur activité tombe en dessous du seuil de sécurité. Il en va autrement, par exemple, des traces d'azote 14 et de niobium 93 dans les aciers, qui, bombardés par des neutrons, donnent naissance au carbone 14 et au niobium 94, dont les temps de demi-vie sont respectivement de 5730 ans et de 20 000 ans. Cela signifie que même après 1000 ans, les quantités de ces deux éléments dans les aciers n'auront pas diminué de manière perceptible. Il est évident qu'il faut tenir en compte non seulement de la demi-vie, mais aussi de la quantité de scories et de leur concentration. Comment résoudre le problème des déchets? Il existe trois possibilités. La première consiste à diminuer la quantité d'impuretés dans les aciers, qui, lorsqu'elles sont bombardées par des neutrons, donnent naissance à des noyaux radioactifs. D'une part, il faudra rechercher de nouveaux matériaux qui contiennent le moins possible de progéniteurs de déchets radioactifs. D'autre part, nombre de ces impuretés sont déjà présentes dans les minéraux extraits, de sorte que le problème se pose déjà à la source et qu'il n'est pas certain que l'on puisse trouver des mines d'où l'on puisse extraire des minéraux plus appropriés. Une deuxième piste consiste à revoir la conception du tokamak de Demo de manière à réduire le flux de neutrons dans certaines zones critiques, soit en les protégeant davantage, soit en remplaçant les matériaux affectés par le flux le plus intense par d'autres qui sont moins activés. Une alternative possible est de réduire le volume de réacteurs en utilisant des mini-réacteurs, tels que ceux développés par le MIT. La quantité de matière activée par unité de puissance développée par le réacteur diminuerait considérablement. Enfin, puisque le problème est généré par les neutrons créés lors de la fusion deutérium-tritium, on pourrait envisager de construire des réacteurs de fusion basés sur des réactions aneutroniques, c'est-à-dire qui ne produisent pas de neutrons. Les réactions de fusion du deutérium avec l'hélium 3 et celles des protons avec le bore 11 ne produisent pas de neutrons. Alors, pourquoi ne pas abandonner la fusion deutérium-tritium au profit de ces dernières? Le problème est qu'elles présentent des obstacles que nous ne savons pas encore surmonter. Des entreprises privées développent des prototypes basés sur ces réactions alternatives. Par exemple, Helium Fusion vise, comme son nom l'indique, à fusionner les deutérium avec l'hélium 3, tandis que TIE Technologies développe des prototypes d'un réacteur proton bore 11 avec une forte participation de Google. L'un des principaux problèmes de ces approches est qu'elles nécessitent des températures beaucoup plus élevées que la fusion deutérium-tritium. Comme nous le verrons dans un autre épisode, les protons fusionnent avec les noyaux de bore 11 à environ 1 milliard de degrés. Que nous apprend l'expérience de Demo? Qu'à l'avenir, la communauté scientifique et les promoteurs de nouveaux prototypes de réacteurs de fusion nucléaire devront s'appuyer de plus en plus sur des simulations numériques pour anticiper et prédire le comportement d'installations déjà au stade de la conception. Si par exemple, on est conscient de la production de déchets radioactifs dès les premières étapes de la conception, on aura le temps de chercher une solution. J'espère que cela ne se transformera pas en une course pour savoir qui développera le premier réacteur de fusion ou qui recevra le plus de fonds, mais que le temps et l'attention nécessaires seront accordés à des questions fondamentales telles que la sécurité et la prévention de la production de déchets radioactifs. La fusion n'est pas une voie facile, mais nous avons la possibilité de penser à la prochaine génération et d'empêcher la création de déchets de niveau intermédiaire. Avant de vous laisser, je voudrais vous rappeler que si vous voulez en savoir plus sur la gravité, sur le temps et sur la relativité d'Einstein, vous pouvez lire mon livre « Comprends le temps et l'espace ». Le voici. C'est un livre accessible à tous parce qu'il utilise un langage simple et contient plus de 60 figures et schémas dessinés par moi-même, comme celui-ci. Je vous laisse le lien vers le livre
dans la description. Ciao et à bientôt avec une nouvelle vidéo.